retour pour la fin de cette mission Apollo 17. Donc, je récapitule. Toute la partie EVA lunaire est terminée. Les 2 astronautes qui étaient sur le sol lunaire sont remontés dans le LEM. On rejoint le CSM. Et le LEM a été largué puisqu'il est devenu inutile et il est allé s'écraser sur la Lune. Voilà où on en est à ce stade. Donc maintenant, les dernières étapes de la mission consistent à rentrer vers la Terre, à rentrer sur Terre. Donc procéder dans un premier temps à la Trans-Earth Injection, qui est l'équivalent de la Trans-Lunar Injection, mais cette fois-ci de la Lune vers la Terre et pas le contraire. Ensuite, faire les corrections à mi-course qui s'imposent. Alors, dans le plan de vol, il en est prévu 3. Et on verra si on les effectue ou pas. Et enfin, procéder à la rentrée atmosphérique, qui est donc complètement déterminée par l'opération de TEI et les corrections qui suivent. La rentrée atmosphérique consistant simplement à se laisser tomber vers la Terre, et en particulier en traversant l'atmosphère terrestre avec l'angle d'incidence adéquat. Donc, pour procéder à cette opération, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur l'horaire historique d'arrivée sur Terre. Alors, dans un premier temps, on va passer à l'intérieur du vaisseau et on va activer le MFD Lunar Transfer, LTMFD. Et on va programmer une TEI. Donc TEI. Alors, le mode de cette TEI, c'est pas un mode périapsis, c'est un mode de rentrée. Donc la phase là, c'est bien la TEI. L'horaire d'éjection, on va le laisser automatique. Ici, mince. Ici, j'aurais tendance à rester en écliptique. Et ensuite, le paramètre important, c'est celui-ci. Donc l'angle de réentrée, donc l'angle d'incidence, l'angle qu'on a par rapport à la surface atmosphérique. Et l'idéal, c'est 6,5 degrés. Donc on met 6,5 degrés. Ça, c'est la direction de rentrée atmosphérique. Alors 45 degrés, objectivement, il faudrait prendre les valeurs du plan de vol, mais c'est pas très très important. Donc 45 degrés, c'est direction nord-est. Donc l'horaire d'éjection, pour l'instant, on s'en occupe pas. Ce dont on va s'occuper, c'est l'horaire d'arrivée. Et historiquement, la rentrée atmosphérique avait eu lieu à 301 38 38. Ah bah à 50 heures près, c'est bon. Tiens, bah du coup, j'en profite. Ah, qu'est-ce qu'il me veut? Bon alors, 301 2.38.
38, 2.38. Ah, il veut pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il veut pas rentrer des valeurs supérieures à 300. Ah, c'est ennuyeux ça. C'est très ennuyeux ça. Tiens, tiens. Alors dans ce cas, ce que je risque d'être obligé de faire, c'est d'utiliser l'Interplanetary MFD. Alors j'avoue que je ne me souviens plus très bien comment il fonctionne. Donc course, base approche, peut-être base approche. Non, on va retourner à course. Orbite, planète approche. Sept. Oula, il m'a fait peur. Ah, alors. Ah, le problème c'est que je ne sais plus m'en servir. Ah non, non, mais ça je vais pas y arriver. Ah, c'est ennuyeux ça. Et est-ce que je peux... Qu'est-ce que je pourrais faire? Ce que je pourrais peut-être faire... Ouais, c'est changer ça. Est-ce que je peux le changer? Non, je peux pas le changer. Ah. Alors je vais être obligé... Oh, mais c'est quand même fou. Il veut vraiment pas, hein.
C'est très ennuyeux ça. Je comprends pas comment ça se fait. Si je mets 299 59 00 par exemple, il n'en veut pas non plus. Ah, apparemment, il est limité ici. Alors, ok. On va faire autrement. La Trans-Earth Injection, elle doit avoir lieu aux alentours de 234. Ok. Donc, on a largement le temps avant la Trans-Earth Injection. Parce que, en fait, les astronautes sont restés longtemps en orbite autour de la Lune. Donc, on va s'approcher de 230 ici. Au niveau horaire, même, on n'est pas obligé d'aller à 230, mais largement dépasser les 220. Donc ils sont restés près de 2 jours en orbite autour de la Lune avant de repartir. Et je pense que en fait, on va s'affranchir des limites qu'on avait là. Bon, là, je pense que ce sera largement suffisant, mais on va aller jusqu'à 220. Alors je vous rappelle, on fait un tour de ligne toutes les 2 heures. Donc là, on est accéléré fois 1000. Ça va très très vite. Voilà. Donc on est un peu plus de 12 heures avant le départ. Et donc là, je pense que je vais pouvoir entrer mon 301 38 sans avoir des problèmes de limitation. Voilà. Ok, très bien. Donc, alors, je revérifie les paramètres. Réentrie TEI. Le TIG, on le laisse en automatique. On reste en écliptique ici. Ici, par contre, je veux 6,5 degrés. Très bien. Le heading, j'ai pas de religion sur le sujet, donc je le laisse à 45 degrés. Ou alors je le mets à 90 degrés, ce serait peut-être plus cohérent. On peut chercher les informations historiques. On peut essayer. Qu'est-ce que j'ai à ce propos de... je dois avoir des documents historiques. Apollo 17. Je suis en train de les chercher.
Alors j'ai le plan de vol. J'ai le plan de vol. Mais on peut aussi aller voir. Et je vais mettre les documents. C'est intéressant. Je vais mettre les documents, je vais les rendre visibles. Alors, je rajoute une fenêtre. Donc voilà. Donc c'est le Apollo Flight Journal. Et donc on peut aller sur celui d'Apollo 17, trouver les documents de mission. Et là, on a les post-flight documents. On a le reporting de la mission. Donc c'est des documents originaux qui ont été rendus publics. Et donc Flight Crew, Lunar Orbital Science, Medical Command and Service Module Performance, Trajectory. Alors est-ce qu'on va retrouver les informations de rentrée atmosphérique? Alors là je vais tourner la page. Qu'est-ce qu'on a? Un second mid-course correction, donc non. Ça c'est ce qui s'est passé sur la Lune. Qu'est-ce qu'on a comme autre information? Ah, alors le vaisseau s'est posé à tel endroit. Ok, mais on n'a pas plus de choses sur. Donc la réentrée à 338. On a les coordonnées de la rentrée, mais on n'a pas les paramètres. C'est dommage. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Mais donc non, ici on n'a pas ça. Alors peut-être dans le flight plan. Alors dans le flight plan. Donc le retour. Rendez-vous CS. Entry interface 3410. Donc on va aller chercher cette page 3410. Donc à mon avis, c'est pas tout près. Donc là, où sont les numéros de page? Alors, non, c'est pas ça que je veux faire. Alors, est-ce que j'ai le numéro de page quelque part là? Ah oui, 392 ici. Donc, on est encore assez loin de la page qu'on cherche. 360. 300 et quelques. 358, 360. 404.
on va y arriver. On va y arriver. À mon avis, on n'est pas très loin. 407, 408, 409, 410. Voilà, donc alors, ça devrait être là. Oui, Splashdown, CSM SEP, Trajectory Events. Ok, est-ce qu'on a les paramètres de la rentrée? Visiblement, on n'a pas ces informations-là. Visiblement, on n'a pas ces informations-là. Flight plan. Ici, bon, alors ça c'est les corrections, mais je sais pas, on nous donne pas d'attitude particulière sur l'angle de réentrée qu'on doit avoir, enfin le cap qu'on doit avoir pour entrer sur Terre. Est-ce qu'on pourrait avoir un autre document? Je regarde. Mission Report, on va regarder celui-là. Peut-être que... on va avoir quelques informations un peu plus factuelles. Tiens, c'est un document qui a été donné par Gene Cernan, en tout cas dédicacé par Gene Cernan. Donc, Lunar Surface, Medical Experiments, Command and Service Module. Entry Landing, alors page 1044. Ah bah voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information à ce propos? Est-ce qu'il y a des chiffres? Non. Bon. Eh bien, n'ayant pas de... N'ayant pas plus d'infos là-dessus, oui, après le reste. Hein. Donc, alors, on en termine avec ça. On revient à la mission. Tant pis. On va garder notre 45 degrés. Ok. Et donc, on demande un calcul. Voilà. Donc là, on nous dit départ à 211,56. Le départ historique avait été à, je l'ai dit tout à l'heure, 234. Alors, là, on a un D2VT de 907. On va voir si on peut l'améliorer. Et donc, on va augmenter, par exemple, puisqu'il semblerait qu'il faille augmenter. Donc, le D2V, il faudrait le diminuer. D'ailleurs, j'ai pas regardé. Ça fait un burn time de 140 secondes. Oui, c'est correct. Mais essayons. Donc, on était à 207,90. C'est plus. Et alors, si on va à 234... Ah oui, c'est carrément beaucoup plus.
175 secondes. Je suis embêté. Je suis très embêté avec ça. Parce que là, ça fait un écart quand même phénoménal. Et alors, si on réduit... Alors, si on augmente ici, 11,67. Ça augmente encore. Ça augmente encore. Là, il n'y a plus de solution. Parce qu'on doit être dans une position qui ne permet pas le retour. D'ailleurs, l'horaire historique, c'était 234,02. Ah oui, alors en début d'heure. Donc, alors, je reviens par là. Je vais faire un test toutes les 10 minutes. 20. 10. Donc 19,36. 13,47. C'est de toute façon trop. 10,12. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. 11,28. Alors là, ça a augmenté. Ah, voilà, on revient sur des valeurs qu'on avait tout à l'heure. Donc en fait, c'est sur la révolution suivante. Le calcul nous donne un autre moment pour le départ, qui est pas mal. Alors, si j'augmente 998, donc là, 998,8, 998,29, donc là on est autour de l'optimal. Sur la prochaine révolution, et alors on va faire des ajustements plus fins. Donc 998,08, 11, 04, 01, 997,97, 94, 91, 88, 85, 82, 80, 78, 75, 73, 71, 69, 67. On continue de baisser, hein. Bon, je vais y aller un peu plus vite alors. 64, 60, 57, 58. Ah. Eh bien voilà, on y est. Et ce qu'on peut peut-être faire, c'est regarder, ce serait malin, s'il y a une influence de l'angle, on va le faire degré par degré, une influence de l'angle sur la poussée à effectuer. Donc là, on est à 997,57. Si j'augmente, ça diminue. Intéressant. C'est ce qui m'intéresse. Donc, eh bien voilà, je vais essayer de faire 85,13, 79,81. Par contre, je vais faire en sorte de rentrer toujours vers la droite, enfin vers l'est, donc entre un cap 0, plein nord, et 180,
plein sud. Donc je veux pas dépasser les 180 ici. 60, on va passer à 70. Alors 79,81, ouais, c'est encore mieux. 80, 64, 60, ça diminue encore. Donc là c'est plein est. 47,05, 28,60, c'est mieux. 28,60, 12,10. 12,10, 901,57. Alors, 901,08. Alors, ouais. Ouais, donc là, c'est en train de regrimper. Donc, 922. 899, 98. 86. Ah bah voilà, je pense que... Ouais. Voilà, on a la meilleure... Enfin, la poussée optimale. Donc 115 degrés, ça va nous envoyer légèrement vers le sud. Et donc le burn time est descendu en dessous de 140 secondes, c'est parfait. Bah, j'adore ces paramètres. Et donc on est à 83 000 secondes du burn, donc on va avancer. « 70 000 secondes, donc 20 heures environ, un peu moins. On a pas loin de 10 heures. Voilà, 10 heures environ. Bon, là, on est à environ 3 heures, un peu plus de 3 heures, 3h40 de la poussée. Je veux vérifier quelque chose quand même. C'est, j'ai changé l'angle, mais est-ce que maintenant le fait de changer l'heure pourrait changer mes paramètres de poussée? Alors déjà, on va redemander un calcul là avec ces paramètres. Donc 899,86, ça a légèrement changé, mais assez peu. Si par exemple ici je fais ça, ah oui, ça améliore nettement le résultat. 98,81. Ah, alors. Ah non, 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 pardon, pardon. Si, ça l'a amélioré. Oui, alors bon, donc du coup, on est vraiment sur de l'optimisation à la minute. Est-ce vraiment indispensable de le faire? On peut, on a le temps. Donc 98,81. Là, ça a augmenté. 98,80. 78. 76. 75.
74, 72, 71, 70, 69, 68, ça bouge plus. Donc bon, voilà, ça va pas changer grand chose. Voilà, bon. Voilà, on se remet par là. Et du coup, je vais retâtonner avec l'angle. Donc 98, 68, 65, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57. Ah, ça bouge plus peut-être. 56, 56, 56. Bon bah voilà. Ok. Bon bah là on doit être vraiment à l'optimal. Il nous reste 13 000 secondes, donc environ 4 heures, un peu moins. Avançons. Voilà, pousser dans environ 1 heure. On refait un calcul. Ok, on reste dans les mêmes paramètres. Activons l'auto-burn. C'est pas la peine de chercher à faire mieux. Et on avance vers le burn de la TEI. « 30 minutes. Donc on est go pour la TEI. 233,48. Donc nous on va partir un quart d'heure avant eux en fait. À peu près. Donc on va s'approcher de l'horaire de démarrage. Voilà, on est à un peu plus de 3 minutes. On va se mettre à l'extérieur. Ah, c'est dommage. On est en pleine nuit. Donc on est là. Et on va sortir de la nuit dans pas très longtemps, mais bon, pas pour l'instant. Le vaisseau va s'orienter. Voilà, on voit les RCS qui ont poussé pour mettre le vaisseau dans la bonne direction pour la pousser. Donc là, c'est une poussée d'accélération. Ça signifie qu'on se dirige dans cette direction-là. Le problème, c'est qu'on voit pas la surface lunaire. Là, je vois quelques étoiles, donc il est possible que la Lune soit quelque part par là. Difficile à dire, mais c'est probable. On pourrait le vérifier en dézoomant énormément, mais bon, je vais pas faire ça. Pousser dans
2 minutes. Une minute 30. Donc là, on a un compte à rebours ici. On en a un autre là. 1 minute. Si on se mettait là, non, on n'a rien. C'est dommage. Notre horizon va pas tarder à arriver à la lumière, mais malheureusement, pas tout de suite. 30 secondes. 20 secondes. 10. Et voilà, la poussée est engagée. On voit rien du tout. Donc, à part le fait que on constate que le vaisseau est bien en train de pousser, on constate pas grand chose. On va probablement voir une modification de notre orbite au sol, mais le plan orbital reste le même, on le change pas. Mais il peut peut-être un petit peu bouger parce qu'il faut rejoindre la Terre. Mais en revanche, il va y avoir un moment où notre orbite va plus reboucler. Ce qui serait plus intelligent de ma part serait de mettre voilà cette vue-là où on voit effectivement que notre apogée est en train de s'éloigner. Donc là, on a une apogée de 2700 km, presque 3000 km. Et on va avoir une vitesse de libération par rapport à la gravité lunaire. Bon, ça va nous libérer de la gravité lunaire, mais on restera soumis à la gravité terrestre au même titre que la Lune. Donc, en quittant la gravité lunaire, on va simplement retomber sur Terre. Et évidemment, tout l'enjeu de ces calculs, c'était d'avoir la bonne trajectoire. Et donc, bientôt, l'ellipse va s'ouvrir et nous donner, voilà, ça y est. Et donc maintenant, notre trajectoire est parabolique. Donc elle s'éloigne sans fin de la Lune. Si aucun objet était à proximité, comme la Terre ou le Soleil ou Dieu sait quoi, on partirait pour une course infinie dans l'espace. Il faudrait trouver une masse. Voilà, la poussée est terminée. Il faudrait trouver une masse qui soit capable de nous recapter. Bien. Et donc, alors, si on regarde la carte, on va bientôt retrouver la lumière. Pas tout de suite. Donc là, voilà, on voit que notre orbite, on va aller jusque là et puis après on quitte l'orbite lunaire en fait. À ce point-là, le, le comment dire, le système est plus capable de dessiner une orbite qui tienne la route.
puisque de toute façon, on va pas être en orbite. On va s'éloigner sans fin. Donc ce qui est intéressant maintenant, c'est de se rapprocher du terminateur, la frontière entre la lumière et la nuit, le jour et la nuit à la surface de la Lune. Euh, alors, est-ce que j'ai bien... Oui, alors, le problème, c'est que je sais pas du tout où est la Lune. Non, je voulais regarder. Ah ouais, là, on va voir. Voilà, là, normalement, on devrait voir quelque chose quelque part. Alors, où est notre ami la Lune? C'est déroutant de se trouver comme ça et de pas savoir comment s'orienter. Euh, je peux peut-être essayer ça. Bon. Ah, alors en plus on est en train de tourner. On va arrêter cette rotation résiduelle. Moi, pour moi, la Lune devrait être à droite, mais ah, voilà. Ça y est, on la voit. Donc on a pivoté visiblement. Nous voilà en route. Donc évidemment la poussée, comme d'habitude, s'est effectuée face cachée. Et voilà, on voit la Terre apparaître ici. Donc bah, la face visible commence à l'horizon là. Alors, j'aime pas être dans ce sens-là. Voilà, je préfère être dans ce sens-là. Donc là, on va vers l'ouest. On se déplace d'est en ouest par rapport à la Lune. Et le nord est donc au-dessus de nos têtes. Voilà. Alors, ce que les astronautes d'Apollo 17 avaient fait là, à ce stade de la mission, c'est qu'ils avaient filmé la face cachée. Parce que là, dans cette position-là, eh bien, ils sont en contact avec la Terre, ils ont la visibilité sur la face cachée, donc en prenant une caméra et en diffusant ça en direct, ils ont pu montrer la face cachée de la Lune aux téléspectateurs qui étaient sur Terre. Et comme on peut le constater, on s'éloigne très rapidement de la Lune, comme ça avait été le cas lors de la, la LOI, Lunar Orbit, non, la Translunar Injection, donc la TLI. On était allé très rapidement à l'écart de la Terre, on s'était écarté très rapidement de la Terre, et de même là, on s'écarte très rapidement de la Lune. Je pense qu'ici c'est Tsiolkovsky. Je vais mettre le planétarium. C'est pas lui. Et alors où est-il? Alors j'en parle parce qu'il l'avait filmé justement, il l'avait montré ce cratère. Euh, c'est Humboldt. Et Tsiolkovsky, il me semble qu'il est un peu foncé, si je me souviens bien. Mais je ne le vois pas.
Est-ce qu'il serait pas dans le noir là? Ce serait étonnant parce qu'il me semble il avait filmé donc pourtant c'est un gros cratère, hein. On est peut-être trop haut, nous. Eh ben, j'arrive pas à le trouver. Ça doit être plus à droite. Ah, il est là, il est là, il est dans le noir. C'est pour ça que je ne le trouvais pas alors. Bon, ok. Bah, mais moi, il me semble que les conditions qu'ils avaient quand ils l'ont survolé lors de la mission Apollo 17, il me semble qu'il était visible, mais c'est peut-être une erreur de ma part. Bien, on arrête le planétarium. Et donc, nous quittons la Lune. Beau spectacle. Donc, les 2 jours pendant lesquels les astronautes ont tourné autour de la Lune ont essentiellement servi à prendre des données à partir des instruments qui sont stockés dans la Simbay. Et donc en fait, ces données sont enregistrées. Donc il y a des films, il y a peut-être aussi des bandes magnétiques. Et ce qui se passe pendant le transfert euh, en cours là de la. America, this is Houston. We'd like to high game, please. Alors ça, je pense que c'est la fameuse diffusion télévisée, oui, qui a été faite par les astronautes. And we're beginning to get a picture of the lunar surface. This view from 400 miles up. Houston, do you read America? Affirmative, America, and we have a picture. Over. Roger, Houston, America has found some fair winds and following seas, and we're on our way home. Okay, that's great news. It sure is, Gordo. You betcha, by golly, it's outstanding, very good. That was a good burn, too. We'll give you the burn report in a bit. Okay. Bien, donc on y va. Euh, donc bon, voilà, ils ont profité du spectacle, ils en ont fait profiter les terriens. Et, et donc, effectivement, ce que je disais, c'est qu'il y avait un certain nombre de mesures qui avaient été faites par ces instruments et qui étaient donc enregistrées euh, par ces instruments et qu'il fallait récupérer dans la Simbay. Et donc, étant donné que le CMP et le LMP, Cernan et Schmidt, sont descendus sur la Lune, je pense que le prix de compensation était pour Ron Evans, donc le CMP, de sortir du module de commande et d'aller récupérer les cassettes contenant les films et les données scientifiques pour les ramener dans le module de commande. Puisque, je le rappelle, le module de service ici va arriver jusqu'à l'orbite terrestre, va entrer dans l'atmosphère, mais les deux composants, module de commande et module de service, sont séparés avant la rentrée atmosphérique.
et le module de service qui n'est absolument pas prévu pour résister à la rentrée atmosphérique va se désintégrer dans l'atmosphère. Il n'y a que le module de commande qui va arriver à la surface terrestre. Donc évidemment, les données qui sont là, il faut les récupérer et les mettre dans le module de commande. Ainsi que tous les échantillons qui ont été transférés du LEM au module de commande aussi. Attitude at the end of the burn was 184.005, 359er. That's 184.005 and 359er. There was no trim. The residuals were -2, plus .7, correction, -0.2, plus .7. Donc là, il donne les résultats du burn et tous les paramètres qui ont été mesurés par le CSM à la fin de ce burn. Bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tourner vers la Terre pour faire ah non, mince, suis-je bête. On va se tourner vers la Terre pour faire un barbecue roll. Voilà, je suis en train de faire pivoter le vaisseau. Et ensuite, on va s'occuper des corrections à mi-course. Alors, pas la peine de s'aligner pile poil, hein. La Terre nous présente sa face nocturne quasiment. On a un beau croissant de terre. Et du coup, on la voit pas des masses. Voilà. Pas la peine de s'aligner. Oh, on peut s'aligner peut-être un petit peu mieux. Ah mince, décidément. Ouais, si, voilà, ça fera le barbecue roll. Pas besoin d'être parfaitement aligné. Et donc maintenant, on va passer aux phases de correction. Alors, les corrections, 3 étaient prévues au retour dans le plan de vol. Et historiquement, une seule a été effectuée. Alors, la première qui était prévue à 250. Donc, on va aller vers 250. On va faire avancer le get à proximité de 250. Ah. Ah bah voilà. Il parle de Tsiolkovsky. Bon, c'est assez étrange parce que nous, on le voit pas. Mais bon. Ouais, donc ils demandent à stabiliser la caméra, donc ils sont en train de filmer.
Donc il parle du pic au centre de Tsiolkovsky et nous on le voit pas. Je revérifie avec le planétarium. Tsiolkovsky, il est là. Ici. Et là on voit rien du tout. Ou alors ils ont un petit reflet sur le pic. Mais franchement, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas quoi en penser. Bon, c'est pas très très important. Donc nous, on a dit qu'on avançait vers 250. On interrompt la diffusion télévisée. Et donc évidemment la Lune s'éloigne à grands pas à fois 1000. Hein. Donc voilà, ça fait environ 4 heures qu'on a fait la poussée, 4h30. Et on est déjà très très loin de la Lune. Et donc pour s'orienter là, la mer des crises, la mer de la fécondité, la mer de la sérénité, et nous on était ici. Apollo 11 a atterri ici. On peut un peu zoomer quand même, c'est pas interdit. Voilà, on était dans cette zone-là. Et Apollo 11, je crois, ici ou là, je sais plus. Je pense que c'est cette zone-là. On s'est diablement éloigné. Hein. En revanche, la Terre paraît pas beaucoup plus grosse. Bien, allez, on avance. 10h, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bon, on est à quasiment 1 heure de la poussée. On va regarder ce que nous donne l'ordinateur de calcul. Donc, on est toujours en mode réentry. Par contre, la phase, c'est maintenant une Trans-Earth Course Correction. Le TIG, on va le mettre en manuel. On va mettre 250. On veut toujours rentrer au même moment. A priori, on ne va pas changer l'angle d'incidence, puisque c'est l'angle optimal. Ça, éventuellement, on pourrait le toucher, mais c'est pas très important. Et donc ici, on met 250, 0, 250, 0, 0. Voilà. Bien. Et on demande un calcul. Poussée de 20 cm, 3 millièmes de seconde, autant dire, c'est, voilà, nul. Donc on laisse tomber. On n'a plus d'orbite sur la Lune, hein, donc ça n'a aucun sens de garder ça. Par contre, ce qu'on peut regarder, c'est ça. Et la référence, on va la changer. On va mettre la Terre. Ah. Voilà. C'est plus intéressant pour nous. Bien, donc inutile de faire le burn. Et donc, on passe au burn suivant. Alors, c'était 281,38. 281,38. Donc, allons-y.
On va se mettre à l'extérieur, c'est plus sympa et ça fait moins de bruit. 281,38. 30 heures. 29. 28. 24 heures. C'est long les voyages spatiaux. Très très long. Donc en gros, hein, le trajet Terre-Lune, c'est environ 3 jours. À quelque chose près, les manœuvres, etc. 381,38 on avait dit. Donc on est à moins de 20 heures. « 10 heures. On se rapproche quand même nettement de la Terre, on la voit bien là. Et là, notre vitesse de chute s'accroît. 6. 5. On va s'arrêter un peu avant. On va se donner 1 heure d'avance pour les calculs, comme d'habitude. Je ralentis pour voir un peu, voilà, donc ouais, la Lune maintenant est très très éloignée et la Terre se rapproche. Alors, donc là ici, 381 38 00. Donc il me semble que c'est la correction qu'ils ont fait historiquement. Donc ici on change pas, ici on change pas. Là c'est toujours à la TECC. Je change pas les paramètres de rentrée, aucun. Et je lance un calcul. Ah, c'est 281,38. Suis-je bête? Et donc un DV de 40 cm. Donc notre première poussée a été quasi parfaite. Et on a 6 centièmes. J'ai même pas envie de la faire. Est-ce qu'ils l'ont faite celle-là? Je me souviens plus. Historiquement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je suis en train de chercher dans le planning. Seconde 298. Ah, 298,38. Donc c'est pas celle-là qu'ils ont fait, c'est la suivante. Et ben alors du coup, on va peut-être coller à ce qui s'est passé. Donc visiblement, la prochaine, elle est prévue pour 298,38. Je vérifie dans le plan de vol. 298,38. Oui, je suis d'accord. Et donc, je vais déjà écrire ça ici. 298,38 00. Donc là, il s'agit de vraiment au dernier moment, parce qu'on va être très proche de la Terre, étant donné qu'il nous restera 3 heures avant de rentrer dans l'atmosphère. Donc on va être très très près.
Et il s'agit donc vraiment là de faire la dernière correction au dernier moment, avant la rentrée atmosphérique. Donc, avançons. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester un peu. Encore une diffusion télévisée. Ouais, bon, c'est intéressant, mais je pense que c'est la sortie. Ça doit, ça doit être la sortie de Ron Evans pour aller chercher les éléments dans la sim bay. Mais bon, voilà, de toute façon, c'est pas simulable. Ou c'est une simple interview, je ne sais plus, je ne me souviens pas. Donc on est à 50 000 secondes. La Terre grossit petit à petit. 36 000, donc 10 heures. Donc on est à une demi-journée de rentrée sur Terre là maintenant. Et évidemment, on s'approche très très vite. 5 heures. Ah, c'est 5 heures du burn. Hein. Voilà. On est à 2 heures environ du burn. Euh, je vais demander un calcul. C'est intéressant. Ah, voilà, là il y a 5 mètres. Donc il y a une poussée inférieure à 1 seconde, mais bon, voilà, il y a 5 mètres. Donc bon, bah, c'est bien de les faire parce qu'on vise quand même assez précisément l'atmosphère et il faut rentrer dans les bonnes conditions. Donc on va faire ce burn. Là, on est à moins d'une heure. Je refais le calcul. Il ne me donne pas de résultat différent. J'enclenche l'auto-burn et on y va. Donc là, à x100, évidemment, la Terre grossit à vue d'œil. On est à 10 minutes du burn. 5 minutes. C'est toujours la nuit pour nous sur Terre. Alors on va regarder le vaisseau s'orienter. Donc la correction, bon, on ne sait pas exactement à quoi elle correspond. Là, j'ai pas fait l'analyse. Quoi qu'il en soit, l'objectif, c'est d'être parfaitement avec le bon périgée pour aborder l'atmosphère avec le bon angle. Alors vu comme ça, on a l'impression qu'on va rentrer sur une trajectoire est-ouest, alors que, je le rappelle, on a visé un point plutôt sud-est. Mais évidemment, là, déjà, la façon dont se positionne le vaisseau, c'est juste pour sa poussée, qui va avoir lieu dans moins de 2 minutes. Et ça préjuge pas de la trajectoire qu'il est en train de suivre. On n'a aucune idée de savoir s'il n'est pas en train de se déplacer dans cette direction-là en réalité. C'est pas visible comme ça.
Il y a des, d'ailleurs, il y a des modes, d'affichage qui permettent de voir dans quel sens on est en train de se déplacer, de matérialiser les trajectoires. Heu, mais bon, ça encombrerait l'affichage plus qu'autre chose. Si on était dans ce point-là de la didactique, effectivement, ça pourrait être intéressant. Donc, je rappelle, le burn à 298,38, donc, dans un petit peu plus d'une minute, et il va durer moins d'une seconde, hein. C'est vraiment une toute petite correction. Mmh, un peu plus de 30 secondes maintenant. 30, 20, 10, 3, 2, 1, et voilà. C'est terminé, on n'a plus besoin du module de service, on peut donc s'en débarrasser. Alors historiquement, d'ailleurs on peut s'en débarrasser, mais c'est peut-être pas judicieux à ce stade de faire ça. Il y a une petite rotation résiduelle que je vais arrêter, voilà. Donc ce serait peut-être pas judicieux pour la sécurité de faire ça, puis on a besoin de lui en réalité parce qu'il nous fournit de l'énergie, il nous fournit, de l'oxygène, enfin voilà, et donc on va en réalité s'en débarrasser au dernier moment. Historiquement, la séparation a eu lieu à 301,23. Heu, donc quoi, un quart d'heure avant la rentrée oui, un quart d'heure avant la rentrée atmosphérique. 23, 33, ouais, c'est ça, un quart d'heure avant la rentrée atmosphérique. Donc bon, voilà, allons-y. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, on va mettre ceci. Alors, c'est pas très adapté pour les navigations Apollo, mais ça va quand même nous donner des informations intéressantes. Donc, c'est là qu'on se rend compte qu'on est bel et bien en train de tomber, hein. Donc, c'est une chute qui est calculée. On s'approche de 301. On aborde la Terre pleine nuit. On a décollé de nuit et on a l'impression d'atterrir de nuit. Donc voilà, on arrive à get 301 heures. Ça fait 301 heures que Ron Evans est dans le module de commande. Les deux autres sont un peu sortis, mais bon. Alors, on voit pas vraiment la surface terrestre. On est à 9000 km de la surface et on s'approche de l'horaire fatidique de séparation.
Et à partir de la séparation, on va rester en temps réel jusqu'à la fin. Euh, oui, on va faire ça. Ça, c'est notre vitesse au sol, donc 7000 mètres par seconde. C'est considérable, 7 km par seconde. Ah, voilà le Terminator qui apparaît. On va passer à la lumière. Je revérifie l'horaire pour essayer d'être le plus proche des horaires historiques. Il me semble avoir dit que c'était 301,23. Ouais, c'est le cas. 301,21. C'est 301,23,49. Voilà. Alors, on va assister à ça depuis l'extérieur, c'est mieux. 30 secondes. 20, 10. Et voilà, ça y est, le module de commande est parti. C'est le dernier composant de la fusée. Les plus de 100 mètres qui avaient décollé, il n'en restera plus que ça. Alors on laisse le module de service s'éloigner doucement. Je pense que il est possible qu'ils mettent un petit coup de RCS pour s'éloigner davantage. Pour l'instant, il reste, voilà, les RCS se mettent en route et donc le module de service s'écarte du module de commande de manière à éviter tout contact. Du coup, le module de service va prendre sa propre trajectoire de chute. Et en fait, donc comme là, il a un peu freiné par rapport à nous, euh, eh bien, il est probable qu'il tombe un petit peu plus vite. Son périgée sera plus bas. On voit bien qu'on est bien en trajectoire globalement est-ouest, pardon, ouest-est, comme c'était prévu, et contrairement à ce qui semblait tout à l'heure quand on a fait la dernière poussée de correction. Étant donné que maintenant on est en phase d'approche, on va orienter, donc on a vu il y a des RCS sur le module de commande, tout petit RCS avec un tout petit peu de carburant. C'est vraiment sommaire, mais ça sert à orienter le module de commande correctement pour aborder la rentrée atmosphérique
il faudrait pas que le module de commande rentre n'importe comment. En particulier, il faut qu'il présente son bouclier ici face à, comment dire, à la poussée atmosphérique de freinage, puisque c'est le bouclier qui va encaisser toute la chaleur. C'est la seule partie du vaisseau qui soit capable de supporter les températures qu'il va y avoir à subir. Si on passe à l'intérieur, on voit ici un certain nombre de paramètres. Alors, en particulier, ce qu'on va surveiller pour l'instant, c'est l'altitude, sachant que donc on considère que la limite atmosphérique, c'est à 100 km d'altitude. Donc, tant qu'on est au-dessus de ces 100 km, ça n'a pas de... Bon, enfin voilà, on n'attend rien de particulier. Donc là, dans 10 minutes environ, on devrait aborder l'atmosphère. On avait dit 38-38. Ici, on voit notre vitesse au sol donc, qui a augmenté, et c'est logique, puisque plus on se rapproche de la Terre, et plus notre vitesse augmente. C'est quand on sera au périgée que notre vitesse sera maximale. Et le périgée, il est à 50 km d'altitude, donc au milieu de l'atmosphère terrestre. Donc on va, en gros, tant qu'on ne va pas aborder les 100 km d'altitude, on ne va pas freiner. Et le freinage ici va créer de la pression sur notre bouclier qui est mesuré ici. Alors je ne suis pas sûr que dans le module de commande Apollo, ils avaient ce type de dispositif, mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, c'est une indication qui est intéressante. Et ici, c'est l'accélération. Alors, l'accélération ici, elle est de 2 mètres par seconde au carré. C'est notre accélération de chute qui est liée uniquement à, comment dire, l'accroissement de notre vitesse par rapport au sol. Donc, c'est complètement virtuel. Notre vitesse, notre accélération réelle, c'est 0 g. Mais là, c'est la gravitation, c'est l'augmentation de vitesse créée par la gravitation sur notre trajectoire qu'on compte. Je dis ça parce que en fait, quand on va rentrer dans la phase de freinage, cet indicateur va nous donner grossièrement le nombre de G encaissés par l'équipage. C'est-à-dire que 10 mètres par seconde au carré, c'est environ 1 G. Voilà. Donc là, on devrait être à 0,2 G, c'est faux. En fait, on ne les sent pas. Mais bon, voilà. C'est relatif à la surface terrestre, là, c'est autre chose. Bien, 1700 km, oui c'est ça, 1700 km. J'allais dire 1700 mètres, non, non, heureusement que non. Donc on est encore largement au-dessus de l'atmosphère. Et a priori, on devrait donc tomber dans le Pacifique, si tout va bien. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de s'orienter sur cette planète? Oui, donc les États-Unis, l'Amérique du Sud, et donc le Pacifique, là, en plein soleil. Donc c'est quasiment le seul hémisphère éclairé dans, sur Terre, c'est le Pacifique. Presque tout le reste est dans le noir. Enfin non, pas tout le continent américain. Le soleil vient de s'élever. Donc j'ai dit que je voulais pas accélérer pendant cette phase. Et je vais m'y tenir. C'est pas la peine de zoomer des tonnes sur le module de commande. Ce qui est impressionnant en fait dans la chute, c'est l'effet de l'atmosphère et la chaleur. Donc on continue à accélérer, à aller
oui, on continue d'accélérer puisqu'on gagne 2 mètres par seconde au carré. Et en fait, là, la vitesse du son, c'est, si je me trompe pas, dans l'ordre de 300 mètres par seconde. Donc là, on est à 30 fois la vitesse du son. Donc Mach 30. Ça n'a aucun sens puisqu'on est dans le vide. Mais on va rentrer à une vitesse approchant ça dans l'atmosphère, effectivement. Mais bon, dans une atmosphère ténue dans laquelle le son ne doit pas se propager des masses. Notre altitude, 1100 mètres. On va bientôt passer en dessous de 1000 mètres. C'est une procédure quand même relativement délicate. Je repositionne le module de commande de façon à ce qu'il atterrisse correctement. Il doit être positionné correctement. Alors c'est autostable, c'est-à-dire que le centre de gravité du module de commande se trouve vers le bas et donc effectivement la force qui va s'exercer comme un culbuto pour ceux à qui ça parle, ou un, je sais pas comment dire, un balancier. C'est calculé pour que ça se mette spontanément dans cette direction-là, dès lors qu'il va y avoir des forces de frottement, enfin qu'il va y avoir un référentiel. Puisque en fait, les forces de frottement de l'atmosphère vont créer un ralentissement, et il va y avoir donc une orientation, une force qui va s'exercer sur le module de commande qui fait que bah, cette force elle va s'exercer globalement en partant de là vers là. Et donc le module de commande va avoir tendance à pivoter autour de son centre de gravité. Et donc, si ce centre de gravité est très bas, la répartition des forces qui vont s'exercer ici et là vont avoir tendance à le maintenir dans cette position-là. Et la direction inverse est une position instable. Mais il faut quand même orienter tout de suite le module de commande dans la bonne direction pour éviter qu'il fasse un salto en rentrant dans l'atmosphère, ce qui serait très désagréable pour les astronautes, mais aussi qui endommagerait cette partie-là qui est, si elle n'est pas protégée, elle est moins bien protégée, quoi qu'il en soit. Donc, c'est indispensable de mettre le, le module de commande dans la bonne position. On est à 600 km d'altitude, donc on commence à descendre assez vite. 500 km, on approche. Et effectivement, on est pile poil, voilà, on rentre dans le jour, donc dans les conditions idéales pour une récupération euh, dans le Pacifique. C'est mieux d'atterrir dans une zone qui est évidemment éclairée par le soleil que d'arriver en pleine nuit. 400 km, 450 km, ça descend vite. Donc pour l'instant, notre trajectoire, elle bouge pas. On reste sur cette orbite. Et si on croisait pas l'atmosphère terrestre, on repartirait un périgée de 35 000 km. Non, une apogée de 458 000 km. Donc en gros, on repartirait vers la Lune, sauf qu'elle serait probablement pas au même endroit.
On est à moins de 400 km d'altitude. On va bientôt entrer dans l'atmosphère. Voilà, 300 km. Donc ici, on va voir la pression augmenter. Si elle devenait trop importante, ça détruirait le vaisseau. Donc il faut que ça reste en dessous d'une certaine limite. Et ici, donc, on pourra voir les G. Pour l'instant, donc, pas de pression atmosphérique. On est à 230 km d'altitude. Ah, il commence à y avoir des traces atmosphériques. Voilà, ça commence. Bon, l'atmosphère ici est très ténue. La limite de 100 km est une limite, comment dire, arbitraire. On considère qu'au-dessus de 100 km, on est dans l'espace. Mais l'atmosphère terrestre, c'est un gaz, donc c'est encore plus volatile que la surface des mers. La surface des mers, c'est pas une sphère parfaite, hein, y a des vagues. Et ben là, il y a des turbulences à la surface de l'atmosphère. Et on commence à les sentir. À 150 km. Notre vitesse augmente toujours un peu, donc on est à 10 000 km. Pardon, à 10 km par seconde. Et on continue d'accélérer encore. En revanche, notre accélération commence à devenir vraiment légère. 114, 113, on va rentrer dans l'atmosphère. 103, 102, bon, on peut dire que là, voilà, on n'est plus dans l'espace. Donc ça va commencer. Et voilà. Donc là, la pression augmente fortement. On est toujours en légère accélération, mais notre vitesse est en train de se stabiliser. Et voilà, on rentre en phase de freinage. Et notre altitude diminue énormément. Voilà. Là, on voit le module de service qui est en train de brûler. J'avais dit qu'il tomberait plus vite, puisqu'il avait freiné. C'était logique. Donc il est en train de brûler dans l'atmosphère. Il va tomber lui aussi dans le Pacifique. 50 km, on est donc à notre périgée. Et normalement, on aurait dû repartir. Mais là, on voit que notre apogée là est en train de se casser la gueule. Et donc, évidemment, on va pas repartir dans l'espace. Notre vitesse diminue. On est à 7G là. La décélération est sérieuse. 8G, 9. Bon, c'est approximatif. Hein. Là, voilà, on voit que le freinage est absolu. La pression continue d'augmenter. 10G. C'est tendu. Mais je pense qu'on est aux limites. Ça va s'arrêter là. Voilà, la pression diminue et donc l'accélération va diminuer aussi. Voilà, on va passer en dessous des 10G. On est à 30 km d'altitude. Notre vitesse là réduit considérablement. On est encore à plus de Mach 10 hein, quand même. Hein. Voilà, là on est environ à Mach 10.
Donc bon, on va plus vite que des avions, mais on commence à revenir sur des valeurs terrestres cohérentes. Et voilà, on continue à descendre. Moins de 20 km d'altitude. On est à Mach 3, 4, 3. Et voilà, maintenant notre trajectoire est vraiment purement balistique. On est en train de tomber. On est à Mach 2. « 10 km et on passe en dessous de Mach 1. Voilà, on est passé en dessous de la vitesse du son. Ces petits parachutes servent à orienter la capsule et vont servir d'amorce pour les parachutes principaux qui vont bientôt sortir. On est à 4000 mètres, 4500 mètres. Là, maintenant, il n'y a plus de danger majeur. Un bateau doit être à proximité pour nous récupérer. Ah, malheureusement, bah, je le vois pas, mais il doit y avoir un... Ah bah voilà, il est là. 3000 mètres. Et voilà, les parachutes sont en train de s'ouvrir. À un peu plus de 2000 mètres, nos parachutes se sont ouverts et on n'a plus qu'à descendre tout doucement sous ces parachutes pour amérir et terminer la mission. Donc historiquement, la rentrée atmosphérique et l'amérissage avaient eu lieu à 301,51. Donc bah, je sais pas, on va descendre doucement. Donc ouais, il nous reste encore 2 km. C'est dans 7 minutes, mais bon, voilà, on est dans les horaires. On a respecté à peu près l'ensemble de cette mission Apollo 17. Donc bah, je profite de cette descente tout en progression et un peu lente pour dire que je suis ravi d'avoir terminé cette mission, la simulation complète de cette mission. Ça n'a pas été sans mal. C'est une mission très longue, évidemment. 300 heures pour eux, enfin plus de 300 heures même. Et donc, effectivement, bah, la simulation des phases prend du temps aussi. Je ne sais pas combien d'heures de stream il y a au total, plus quelques loupés qui ont eu lieu. Mais franchement, c'est à mon avis la plus belle mission Apollo qui ait existé et donc une des plus intéressantes à simuler et je suis ravi de l'avoir fait. Alors, ouais, ça descend doucement, hein. Bon, je vais pas faire le contraire de ce que j'avais dit, à savoir accélérer. Je vais laisser le module de commande descendre tranquillement. Là, on voit que alors les gens qui ont conçu cette simulation ont transformé le module de commande et
ont mis les brûlures dessus, c'est plutôt bien foutu. On voit les astronautes à l'intérieur. Bon, il faut reconnaître que quand même, c'était c'était quand même quelque chose de rentrer dans ces appareils-là. On est loin des dispositifs dont on dispose aujourd'hui. L'aéronautique, l'astronautique a fait des grands progrès et en particulier sur la navigation. Bah, eux, ils fonctionnaient au sextant avec des ordinateurs relativement sommaires. Aujourd'hui, on peut mettre des sondes un peu partout et coupler des ordinateurs ultra puissants. C'est quand même pas la même chose. D'ailleurs, les pilotages aujourd'hui sont quasiment automatisés intégralement. Je pense que les astronautes ne font pas grand-chose dans les capsules. Hem, voilà, à cette époque-là, bah, effectivement, c'est une époque de pionniers, un peu, ce que, la marine de Christophe Colomb pouvait être à la marine actuelle. C'est, vraiment impressionnant. On est à 400 mètres. On va bientôt toucher l'eau et donc je vais mettre fin à ce stream et je vous dis à bientôt pour, d'autres expériences.